Le nouveau prequel d'Amazon Studios, The Rings of Power, met en lumière les nombreuses sources variées et anciennes que J.R.R. Tolkien a rassemblées pour créer son œuvre emblématique, écrit F. Ziba Anderson. Bien qu'elle se déroule des milliers d'années avant le roman lui-même, la nouvelle préquelle d'Amazon Studios au Seigneur des Anneaux promet de contenir de nombreux ingrédients appréciés des fans de Tolkien. Ces personnages incluent Galadriel et Elrond, et de petits gens connus sous le nom de Harfoots, qui s'avèrent être les prédécesseurs évolutifs des Hobbits, et puis il y a les symboles emblématiques qui donnent à la série son titre, les Anneaux de pouvoir. La série s'inspire d'une annexe que Tolkien a écrite pour le dernier volet de son épopée, décrivant succinctement l'histoire du deuxième âge de la Terre du Milieu. C'était une époque où les anneaux légendaires étaient forgés et où le sombre seigneur Sauron accédait au pouvoir, une époque où le royaume insulaire de Númenor prospérait et où les elfes et les hommes étaient obligés de s'unir afin de se battre pour l'âme de la Terre du Milieu. Par nécessité, légale et créative, les scénaristes de la série ont dû modifier et embellir, compresser les délais, inventer de nouveaux personnages et bricoler les intrigues de certaines créations canoniques. Au fur et à mesure que la série démarre, il y aura certainement de nombreux débats sur sa fidélité à la vision de Tolkien, mais l'originalité de cette vision est un sujet qui fascine depuis longtemps les chercheurs. Une chose est sûre, même si elle exploite tout l'éclat cinématographique que son méga-budget peut offrir, en canalisant l'imagination d'un don d'Oxford écrivant au milieu du siècle dernier, la série puisera également dans les traditions et les légendes d'une littérature trop ancienne pour être datée avec précision, dont les récits sont pleins d'héroïsme et de tragédie, de nains et d'elfes, et bien sûr d'anneaux magiques. On suppose parfois que Tolkien s'est inspiré de la sonnerie la plus célèbre de l'opéra, l'Anneau du Nibelung de Wagner. Le compositeur allemand a commencé à travailler sur le livret et la musique de son cycle près d'un siècle avant que Tolkien ne présente ses bagues au lecteur avec la publication du Hobbit en 1937. Tolkien lui-même a rejeté cette idée, écrivant à son éditeur « Les deux anneaux étaient ronds, et là la ressemblance cesse. Pourtant, comme le dit son biographe John Garth à BBC Culture, c'est un point discutable, car il y a d'autres ressemblances, le pouvoir, une influence corruptrice. Il est encore plus compréhensible qu'au moment où la communauté de l'anneau, premier volet de la trilogie aujourd'hui publié sous le titre Le Seigneur des Anneaux, paru en 1954, Tolkien aurait voulu se distancier d'un compositeur devenu profondément problématique. Dans une lettre écrite pendant la Seconde Guerre mondiale, l'auteur s'en prend à ce petit ignorant vermeil Adolf Hitler pour avoir ruiné, perverti, mal appliqué et rendu à jamais maudit ce noble esprit du Nord. Le fait que le dirigeant nazi ait ressenti une telle affinité avec Wagner aurait été plus que suffisant pour retourner complètement Tolkien contre son Ringcycle. Tolkien a offert à ses amis les plus proches des récitations informelles et pleines d'entrain du vieux norrois et d'autres documents médiévaux, Grace Curry. Ce qui est généralement admis, c'est que Tolkien et Wagner se sont inspirés des mêmes sources, principalement des sagas nordiques. Au Royaume-Uni, après la réhabilitation des Vikings par des universitaires et des archéologues du XIXe siècle, l'appétit du public pour tout ce qui est nordique est devenu énorme. On prétendait même que la reine Victoria descendait du dieu Odin, et que toute la famille royale hanovrienne était liée à Ragnar Lodbrok, alias Ragnar Harry Brishes. Pour Tolkien, né en 1892, l'obsession a commencé dès l'enfance, lorsqu'il a lu le livre de la Fée Rouge d'Andrew Lang et qu'il est tombé amoureux de l'histoire de Sigurd le tueur de dragons. En tant qu'adolescent à l'école King Edward de Birmingham, Tolkien a commencé à lire des sagas nordiques dans la version originale islandaise médiévale et a même présenté un article sur le sujet à la Société littéraire de l'école en 1911, a déclaré Grace Curry, doctorante à l'université d'Oxford, à BBC Culture. Sa thèse qui couvre l'influence de la mythologie nordique sur l'écrivain est la première thèse liée à Tolkien que l'alma mater de l'auteur a jugée suffisamment rigoureuse pour l'autoriser.
Il a également offert à ses amis les plus proches des récitations informelles et animées de vieux norrois et d'autres documents médiévaux, ajoute-t-elle. À Oxford, Tolkien a d'abord étudié les classiques, mais son intérêt pour les langues à prédominance germanique l'a amené à passer à l'anglais, un cours imprégné de littérature et de philologie anglaise ancienne et moyenne. Bien que déjà fervent catholique romain, il est devenu fasciné par des textes qui semblaient imprégnés de vestiges de croyances pré-chrétiennes, parmi lesquels Sir Gawain et le Chevalier Vert, dont les pages sont tentées par des enchanteurs et des trolls, et Beowulf, dont le héros utilise des capacités surhumaines pour combattre les dragons. On croyait que ceux-ci descendaient d'histoires germaniques plus anciennes perdues dans le temps. L'un des premiers achats nordiques de Tolkien fut la saga Völsunga, qui à l'époque n'était disponible que dans une seule traduction anglaise, entreprise par William Morris et l'érudit islandais Eiríkur Magnusson, et publiée pour la première fois en 1870. Il comporte une épée reforgée et un anneau d'or, connu sous le nom d'Andvaranaut, le dernier élément d'une rançon payée par les dieux à un homme dont ils ont tué le fils par inadvertance après qu'il ait pris la forme d'une loutre. Cet anneau a été volé puis maudit, et un autre anneau nordique, le Draupnir d'Odin, a pu se multiplier. Les deux ont été forgés par des nains. Dans ces récits, les anneaux étaient souvent utilisés comme métaphore du pouvoir. Partager une bague avec quelqu'un, c'était partager une propriété avec lui. Il existait également une tradition féodale germanique, note Garth, selon laquelle les seigneurs offrirent des anneaux en guise de récompense à leurs serviteurs. Toutes les bagues ne sont pas non plus destinées aux doigts. Dans la saga islandaise Eyrbyggja, explique Khoury, un bracelet devient le contrat magique entre les dieux et les hommes. Les sources nordiques avaient une signification particulière pour Tolkien et ses contemporains, suggère Khoury. L'héroïsme souvent sombre, la tragédie dynastique et l'imagination apocalyptique des mythes et légendes nordiques ont trouvé un écho chez Tolkien et nombre de ses contemporains, en particulier à une époque où les empires et les royaumes s'effondraient rapidement pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale. Leur influence s'étend également bien au-delà du symbole de l'anneau. Gandalf, avec sa longue barbe blanche et son chapeau à large bord, son bâton et sa cape, rappellent Odin, un autre diffuseur de sagesse et de connaissances. Son nom est tiré d'une liste de surnoms de nains dans le poème mythologique Ve-Olusp A, tout comme plusieurs noms de nains dans le Hobbit, Durin, Thorin, Fili, Kili, Oakenshield. Et puis il y a Frodon. Le nom dérive du vieux norrois Frodr et du vieil anglais Froda, et Tolkien choisit l'orthographe du vieux frison, explique Khoury. Ironiquement, le roi danois Frodi est tout à fait à l'opposé de l'humble héros de Tolkien, car dans une légende, il a servi 2 géantes par cupidité. D'une certaine manière, l'éventuelle contrainte de Frodon de garder l'anneau unique est un vague écho de cette cupidité, qui est induit dans son cas par le propre pouvoir de l'anneau, plutôt que par un quelconque défaut inné. Selon Garth, l'un des aspects sous-estimés du génie de Tolkien est qu'il était un maître synthésiste. Les gens ont tendance à penser à la fois qu'il a tiré toutes ses idées du mythe du Nord et qu'il a tout inventé de nulle part. En fait, il a trouvé ses inspirations dans de nombreux endroits. Ou des 4 points cardinaux, comme Garth entreprend de l'expliquer dans son dernier livre, Les mondes de J.R.R. Tolkien. Les lieux qui ont inspiré la Terre du Milieu. De l'Est, par exemple, sont venues les légendes médiévales d'Alexandre le Grand et l'engouement égyptien pour l'architecture mortuaire, qui se poursuit dans le royaume de Gondor, sur la Terre du Milieu. Parmi les moins explorées figurent celles venues du Sud, les influences classiques, qui étaient si dominantes à l'époque culturelle de Tolkien. L'auteur a été explicite dans le rôle que la légende de l'Atlantide a joué dans la formation de son Númenor, par exemple. Et comme l'explique Garth, son récit de sa chute s'appuie sur le récit de Platon sur le puissant empire maritime occidental détruit par l'orgueil. La République de Platon mentionne également un anneau, l'anneau de Gyges, et comme celui de Tolkien,
il confère l'invisibilité à celui qui le porte. Nous savons certainement que Tolkien connaissait le site d'un temple romano-celtique dédié à Nodens, un dieu guérisseur celtique. Nommé Dwarf's Hill est située dans le parc Lydney, dans la forêt de Dean au Royaume-Uni. Elle a été fouillée pour la première fois par les archéologues Tessa et Mortimer Wheeler de 1928 à 1929. Tolkien lui-même a travaillé sur les fouilles et est devenu fasciné par le folklore de la colline. Il étudia notamment des inscriptions latines, dont l'une provoquait une malédiction sur le voleur d'anneaux. Tolkien s'est appuyé sur le récit de Platon sur la légende de l'Atlantide pour façonner son Númenor. Bien que les Harfoots d'Amazon semblent avoir de doux accents irlandais, Tolkien a souvent affiché une relation pour le moins conflictuelle avec les sources celtiques. Tolkien a eu quelques explosions mémorables à propos de l'art celtique aux yeux fous, dit Garth. Je pense qu'ils étaient fanfarons. L'une d'entre elles était lorsqu'un éditeur venait de rejeter le Silmarillion parce qu'il semblait celtique. En fait, la langue galloise a inspiré le Sindarin gris elfique, et il était fasciné par le mythe celtique, même s'il n'avait pas toujours la saveur qu'il souhaitait pour sa propre mythologie. Ces elfes doivent beaucoup aux Irlandais Tuatha Dé Danann et son idée de terres immortelles au-dessus de l'océan occidental est tout droit sortie du mythe celtique. L'impulsion derrière le légendaire de Tolkien était la création d'une mythologie spécifiquement anglaise, qui serait à la hauteur de toutes les autres qu'il admirait et sur laquelle il s'appuyait pour compenser ce qu'il pensait manquer dans sa tradition natale. À un moment d'hypervigilance lié à l'appropriation culturelle, sa mythopée rappelle que lorsqu'il est bien fait, un tel emprunt littéraire relève moins d'une propriété assumée, et même moins d'un hommage et d'une préservation que d'un hommage aux éléments les plus élémentaires du récit, désir d'être raconté et raconté, encore et encore. Il a si bien réussi que son légendaire est sans doute devenu une mythologie à part entière, là pour le pillage par d'autres écrivains, y compris les scénaristes. Pendant ce temps, les amateurs inconditionnels de Tolkien ont ajouté une autre couche de sens au symbolisme ancien des anneaux. Comme le dit Garth, il est étonnant que certains fans se marient avec des répliques de l'anneau gravées par une malédiction pour les rassembler tous et les lier dans l'obscurité.